As-tu déjà connu ce moment où tu t'installes dans le calme, mais ton cerveau ressemble à un terrain miné? Pas d'explosion bruyante, juste des idées qui s'entrechoquent comme des ombres dans un labyrinthe, des regrets qui traînent, des textos ignorés, l'absence de quelqu'un que tu dissèques sans fin, une choix que tu sais toxique mais que tu ne lâches pas. Tu n'es pas cassé. Tu subis simplement l'attaque d'un adversaire invisible et bien plus sournois que n'importe quel rival extérieur, la réflexion désordonnée. On ne te l'a peut-être jamais expliqué, mais je vais le faire maintenant. Ce désordre intérieur est ce qui rend ton existence si prévisible et si vulnérable. Ce n'est pas un manque de connaissances. Ce n'est pas un déficit d'intelligence. C'est un vide de netteté. Dans un univers saturé de distractions, la netteté est une force. Elle est impitoyable, discrète et si précieuse de nos jours qu'elle frôle la disparition. Avouons-le, la richesse ne confère pas la vraie puissance. Les discours ne te rendent pas impactant. Seul un cerveau capable de percer le tumulte peut dominer une situation sans élever la voix. Et c'est exactement ce qui te fait défaut. Tu réagis au lieu de sélectionner. Tu envoies un message par crainte d'être effacé. Tu acceptes par peur du regard des autres. Tu diffères les choix en espérant que les jours arrangeront tout. Mais en réalité, les jours n'éclaircissent rien. Ils amplifient l'angoisse. La vérité crue et basique est celle-là. Tu ne maîtrises pas vraiment ce que tu crois penser. Tu réponds aux stimuli environnants. Une poupée manipulée par des cordes que tu ignores. Ton boulot, tes liens, les conflits que tu affrontes, le vide que tu endures. Rien de cela n'est authentiquement à toi. Ce ne sont que des réverbérations d'idées non scrutées. Tu n'existes pas pleinement. Tu endures dans un cycle de réaction automatique et tu nommes ça donner le maximum. C'est précisément ce que Machiavel avait saisi il y a des siècles. L'autorité ne loge pas dans le statut, ni dans les sentiments. Elle repose sur l'aptitude à raisonner avec une froideur calculée quand le reste du monde s'affole. Les cerveaux fragiles fuient le calme. Les cerveaux solides le transforment en outil. Les impulsifs explosent. Les implacables patientent, scrutent et agissent avec exactitude. Tu ne remporteras aucune partie si ton cerveau n'est qu'un espace publicitaire pour les concepts étrangers. Tu ne forgeras pas de choix impactants si tu n'as jamais appris à examiner ton propre flux mental. Ce qui va suivre ne t'apaisera pas. Pas de douceur. Je ne suis pas ici pour cajoler ton stress. Je suis là pour le démasquer, le traîner sous la lumière et te pointer précisément où tu lâches les rênes. Puis, je te guiderai pour les ressaisir, étape par étape. Méthode par méthode, niveau par niveau, ancré dans la sagesse stoïcienne, affûté par la ruse machiavélienne, adapté au cerveau contemporain submergé par les pollutions cognitives. Pas de fioritures, pas de leçons de morale, juste la réalité et les tactiques. Alors, si tu veux apprendre à discipliner ton esprit et découvrir chaque étape de ce voyage, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rien manquer, et surtout reste jusqu'à la fin de cette vidéo car ce qui suit pourrait changer à jamais ta manière de penser. Si tu te lèves épuisé sans raison claire, si ton crâne pèse lourd quotidiennement, si tu t'es interrogé sur pourquoi tu recommences les mêmes faux pas, alors c'est ici que naît ta netteté. Mais attention, une fois que tu auras maîtrisé la réflexion limpide, tu ne supporteras plus ton mode de vie actuel. Tu interrogeras certains liens. Tu échapperas aux manipulations et tu comprendras que la majorité de tes choix n'étaient que des réflexes d'un cerveau non discipliné. Chaque phase de ce voyage épluchera une strate de ton raisonnement. Du tumulte que tu ingurgites aux sentiments que tu réprimes, des échappatoires que tu excuses aux options qui t'ont volé des années. Et voilà la réalité impitoyable. Tu n'as pas besoin de plus d'élan. Tu dois reformer ton raisonnement comme un guerrier prépare son combat. Dans cet univers, ce ne sont pas les plus robustes qui perdurent, ni les plus vocaux, ni les plus fortunés. Ce sont les plus lucides, ceux qui restent sereins quand les autres s'effritent. Ceux qui ignorent le brouhaha, qui ne quémandent pas la validation, qui ne se hâtent pas pour se faire entendre. Ceux qui observent et attendent tandis que les autres croulent sous leur propre désarroi. Tel est l'enjeu. Et le périple démarre ici. Conserve une tête froide, des options affilées, et apprends à sélectionner tandis que l'entourage perd pied. Prêt pour ça? Il n'existe pas d'individus faibles, seulement des individus dont le cerveau a été pollué. Ton cerveau n'est pas usé, il est souillé. Et comme un agent pathogène qui s'insinue sans alerte, la pollution cognitive ne sonne presque jamais l'alarme. Elle pénètre via les écrans, les routines, les idées que tu n'interroges jamais. Tu ouvres les yeux et le premier objet que tu saisis est un gadget. Pas ton rythme respiratoire, pas ta focalisation,
mais un outil de diversion conçu pour détourner ton attention avant que la journée ne s'amorce. Et tu t'étonnes d'être tendu, d'avoir l'esprit embrumé, de manquer de lucidité pour progresser. Tu n'es pas égaré, tu es contaminé. C'est la première réalité à affronter. Tu n'as pas une existence surchargée, tu as un cerveau obstrué. Distinction cruciale. La surcharge se passe à l'extérieur. L'obstruction se construit à l'intérieur. Et c'est infiniment plus périlleux. Car si la surcharge peut s'organiser, l'obstruction te ronge en sourdine. Non par une souffrance aiguë, mais par un voile progressif. Non par un choc, mais par une usure graduelle de ta capacité à percevoir. Sans netteté, tu ne sélectionnes rien. Tu dérapes. Soyons directs, tu ne pilotes pas ton existence. Tu te contentes de te lever pour répondre aux appels, aux mets, aux caprices, aux impulsions. Tu crois que c'est standard, ça ne l'est pas. C'est une captivité cognitive et les liens sont ton incapacité à refuser. Refuser le vacarme, les échanges vides, les négligences qui grignotent ta concentration, les données non sollicitées. Personne ne t'a enseigné à sauvegarder ton cerveau, ni révéler le coût de tout laisser infiltrer. Mais Machiavel t'aurait alerté, le dirigeant qui ne protège pas ses frontières n'a pas besoin d'adversaire. Il se sabote lui-même. Prête attention. Tu imagines hésiter, reporter et te questionner constamment parce que tu serais hésitant. Non, tu es surchargé. Et les cerveaux surchargés ne sélectionnent pas. Ils basculent en mode survie. C'est pour ça que tu fais défiler des heures durant. Pourquoi tu esquives les discussions ardues? Pourquoi tu fouilles la vie des autres pour des choix qui jadis étaient évidents? Le cerveau ne peut opérer avec efficacité s'il est enseveli sous des rebuts numériques et des restes affectifs. Tu exiges de ton cerveau qu'il fonctionne comme une machine tout en le gavant comme un dépotoir et tu appelles ça être débordé. Non, tu es altéré. Imagine une salle de contrôle. La surface est jonchée de saleté, de débris, de plans inachevés, d'appareils défectueux et tout le monde hurle simultanément. Voilà ton cerveau actuel et tu espères de la tactique. La netteté ne naît pas d'un surcroît d'effort. Elle émerge quand tu nettoies la surface, quand le calme revient, que les plans redeviennent lisibles, que le tumulte s'estompe et que tes idées redeviennent perceptibles. C'est ta mission désormais. Non pas t'agiter plus, non pas organiser davantage, mais purifier le terrain. Car la netteté est un combat et l'adversaire, c'est tout ce qui accapare ton cerveau sans autorisation. Ironie cruelle. Tu crois sélectionner mais tu réponds à des suggestions, des alertes, des algorithmes, des contraintes implicites, des fautes de jugement. Tu entres chaque matin dans l'arène déjà à moitié aveuglé par la veille. Comment triompher ainsi? Tu ne triomphes pas, on te manipule inlassablement jusqu'à ce que tu ignores où a débuté la perte. Les stoïciens l'enseignaient, celui qui ne domine pas son cerveau sera dominé par le reste. Machiavel poussait plus loin, celui qui ne règne pas sur son propre cerveau ne devrait régner sur rien. Un cerveau pollué est risqué pour soi, pour son activité, pour ceux qui comptent sur toi. Ce n'est pas un guide, c'est un danger. Et le pire, c'est qu'il se pense opérationnel, qu'il croit faire au mieux, qu'il confond ressassement et discernement, activité et pertinence. Tout ça n'est que vacarme et ce vacarme noie la netteté. Sans netteté, tu n'agis pas. Tu espères que ton désordre paraîtra de la confiance. Soyons concrets, il ne s'agit pas d'amélioration personnelle, il s'agit de combat cognitif. Tu vas apprendre à décontaminer ton cerveau comme on nettoie un poste de commandement compromis, sans sentimentalisme, avec rigueur, sans indulgence pour l'encombrement. Démarre chaque jour par ces interrogations. Qu'ai-je admis qui ne m'aide pas? Qui ou quoi squatte mon cerveau sans en payer le tribut? Quelles idées doivent être éjectées immédiatement? Ce n'est pas une cure, c'est une formation. Tu affûtes ton cerveau non pour te sentir apaisé, mais pour redevenir menaçant. Tu reconquiers un espace cognitif déserté, défilement après défilement, incertitude après incertitude, diversion après diversion. Et voici la norme, si ça ne t'affûte pas, ça t'émousse. Si ça ne renforce pas ta netteté, ça la fracture. Il n'y a pas d'apport neutre. Tout ce que tu absorbes renforce ou affaiblit ta capacité à sélectionner. Tes idées, ton cadre, tes interactions, tes habitudes ne sont pas inertes. Elles modèlent la structure de ton cerveau quotidiennement. Celui qui ne conçoit pas cette structure finit écrasé dessous. Voilà pourquoi le premier geste vers une netteté authentique n'est pas l'optimisme, c'est l'élimination radicale. Soustraire, trancher, épurer, bloquer, ignorer. Ce n'est pas du dépouillement, c'est de l'autonomie cognitive.
jusqu'à ce que ton cerveau devienne une citadelle sereine, ordonnée, inébranlable, où chaque idée doit justifier son admission, où chaque diversion est repoussée à l'entrée. Une fois la citadelle fortifiée, tu recommences à raisonner comme une lame. Il n'y a pas d'individus faibles, seulement des cerveaux pollués et jamais purifiés. Tant que tu n'auras pas appris à décontaminer le tien, tu ne percevras jamais le terrain nettement. Tu continueras à taper dans l'ombre en espérant qu'un choix touche une cible. Ça s'arrête ici. Lance la décontamination. Si tu ne poses pas les choses par écrit, elles te consumeront en silence. Ton cerveau n'est pas un entrepôt, c'est un quartier général. En ce moment, il regorge d'infiltrés que tu n'as pas repérés. Ils se font passer pour des idées banales, inoffensives, juste des réflexions. Ce sont des pièges disséminés sur ton domaine cognitif, prêts à détonner au pire instant. Ce serrement à l'estomac. Ce flot de doute en pleine discussion. Cette immobilité face à une option basique, rien de ça n'est fortuit. Ce sont des idées non gérées, non couchées sur papier, invisibles, incontrôlées. Soyons nets, si tu ne l'écris pas, tu n'en es pas le maître. C'est elle qui te domine. Chaque anxiété à demi formée, chaque parasite mental, chaque ressassement d'un dialogue vieux de 3 jours. Si ça reste coincé dans ton crâne, ça vide ta vigueur. Pas seulement ton humeur, mais ta réflexion, tes options, ta focalisation, ton vitalité, ta présence. Tu vises à opérer comme un tacticien, mais tu portes un fardeau de déchets cognitifs que tu refuses d'examiner. Ce n'est pas de la robustesse, c'est de l'arrogance et tu en paies le prix. La réalité, c'est que le cerveau humain est un piètre dépôt. Il oublie l'essentiel et s'accroche au pénible. Il boucle sur ce que tu aurais dû dire mais efface ce que tu dois accomplir et tu lui confies quand même la barre sans surveillance. Absurde. Écrire n'est pas un exercice introspectif douillet, c'est une extraction, un recueil d'informations. C'est comme ça que tu sors tes idées de l'obscurité pour les placer sur le plan tactique. Tant que tu ne vois pas, tu ne domines pas et ce que tu ne domines pas finira par te dominer. Machiavel n'aurait pas toléré des idées affolées. Il les aurait interrogées, mises sur la table, noté la crainte, consigné l'affront, enregistré le projet, la défaite, la menace. Puis il aurait analysé sans passion, comme un lecteur de rapports adverses. Toi, tu gardes tout en tête et tu t'étonnes de mal reposer, de te sentir pesant même quand tout roule. Rien ne roule quand le terrain cognitif est empli d'ombre. Nouvelles directives incontournables, tout consigné. N'attends pas la netteté. Écris pour la générer. Tes obligations, tes appréhensions, tes scénarios catastrophes, tes suspicions sur la fidélité de quelqu'un, ton aspiration, ton amertume, ton embarras. Pose tout sur la feuille. Laisse le support endosser la charge. Laisse tes yeux révéler ce que ton cerveau occultait. Alors, tu saisiras enfin ce qui te freine depuis des mois. Voici la méthode. D'abord, une vidange cognitive brute. Tu t'assois sans interférence, sans retouche, sans critique et tu notes ce qui bouillonne dans ton crâne. Ne vise pas à sembler astucieux ni positif. Sois franc, cru, vulgaire si nécessaire, sans barrière. Déverse le tumulte. Si tu es furieux, note-le. Si tu as honte, note-le. Si tu ignores ce que tu ressens, note que tu ignores. Ce n'est pas une session thérapeutique, c'est une collecte de données. Tu rassembles des infos sur toi-même. Ensuite, tu organises le champ d'opération. Une fois tout déversé, tu tries. Ce qui est actionnable, ce qui est affectif. Ce qui est diversion. Ce qui est un mensonge auto-imposé. Utilise des sections et des colonnes. Tout ce qui oblige ton cerveau à arrêter les boucles pour identifier des schémas. Et tu en détecteras. Tu t'inquiètes toujours après les appels. Tu doutes toujours après avoir scrollé. Tu bloques toujours après avoir accepté quelque chose que tu haïs. Ce ne sont pas de simples humeurs. Ce sont des mécanismes. Une fois visibles, tu peux les démanteler. Puis tu priorises sans compassion. Tu sélectionnes un nombre restreint d'objectifs quotidiens incontournables. Ceux qui, une fois atteints, inverseront la dynamique. Tu les places où tu ne peux les esquiver. Car si tes priorités ne sont pas évidentes, tu les délaisseras dès que la diversion surgira. Et elle surgira quotidiennement, sous des masques plausibles et des urgences fictives. Seul celui qui a consigné sa mission peut la défendre. Cette pratique remodèle ton image de soi. Quand tu notes, tu cesses de t'identifier à tes idées. Tu sors de l'appréhension pour l'observer.
Tu arrêtes d'être otage de la surcharge cognitive et deviens un dirigeant qui surveille des patterns. Tu cesses de réagir comme un gamin et commences à sélectionner comme un tacticien. Le crayon n'est pas pour s'épancher, il est pour exécuter. Tu ne tiens pas un carnet. Tu instaures un contrôle sur ton cerveau. Réfléchis, chaque idée non consignée reste dans ton système nerveux. Épaules crispées, souffle court, irritabilité, report, fatigue. Rien de ça n'est un stress aléatoire, c'est un surplus psychique. Si tu ne libères pas l'attention, elle s'échappera en rage, en esquive, en breakdown. Voilà pourquoi consigner compte. Ce n'est pas facultatif. C'est la maintenance essentielle pour quiconque vise à diriger plutôt qu'à être dirigé. Et tu prétends manquer de temps? Tu le trouves bien pour te laver les dents, manger, scroller, râler, mais pas pour vider ton crâne. Tu n'es pas surbooké, tu es indiscipliné. Le monde n'a pas besoin de plus d'idées. Il a besoin de réfléchisseurs qui nettoient leur objectif avant de viser. Matin, soir, en journée si requis. Voici ton outil, ta purge, la reconquête d'un cerveau qui gaspille sa force depuis des années. On ne te l'a jamais révélé, tu n'es pas égaré. Tu es désorganisé. Le jour où tu consigneras avec franchise, froideur et netteté impitoyable, tu commenceras à t'élever. Pas dans l'affectif ni le spirituel, mais dans la tactique avec persistance, comme un individu qui déclare enfin la guerre au désordre. Le cerveau ne gagne pas en force en réfléchissant. Il s'affûte en traitant, en confrontant, en soumettant l'idée à la lame du verbe pour sculpter la netteté dans le brouillard. Voilà ce qu'il faut consigner. Saisis le crayon ou perds le combat. Toute idée que tu ne poses pas devient un handicap, un censeur, un saboteur. Tu n'es pas fait pour être guidé par les idées, mais pour les régir. Comment remporter la journée avant qu'elle ne s'engage? Brisons un mythe. Le matin, tu n'as pas besoin d'élan. Tu as besoin de maîtrise. L'élan est affectif. La maîtrise est calculée. Celui qui entame sa journée dans l'affect passera le reste à éteindre des incendies qu'il n'a pas déclenchés. Tu vises la victoire? Alors arrête d'y entrer en chancelant. Arrête d'ouvrir ton appareil avant que ton cerveau n'ait démarré. Arrête d'ingurgiter du vacarme avant d'avoir bâti la réflexion. Arrête d'entrer sur le terrain des armées. Les matins ne sont pas inertes. Ce sont des missions. Et les 30 premières minutes te positionneront en conquérant ou en vassal des plannings étrangers, sans demi-mesure. Si le premier objet que tu touches est ton appareil, tu as déjà capitulé. Tu as autorisé le monde extérieur à envahir ton cerveau avant de le revendiquer. Tu as offert ton attention au tumulte, aux crises d'autrui, à des infos non demandées avant de décider quel individu tu incarnes aujourd'hui. Ce n'est pas une faille émotive, c'est une faille tactique. Machiavel te qualifierait d'insouciant. Règle basique, si tu ne pilotes pas la première heure, tu seras piloté par les exigences, les détournements, la dopamine tordue, l'incertitude. Dès lors, tes matins deviennent sacrés, non par tendance ni relaxation, mais parce que c'est le seul instant où ton cerveau est intact, avant que le monde ne déborde, avant que l'affect ne trouble le discernement, avant que les vannes du vacarme n'explosent. Si tu le gaspilles, tu passeras la journée à réparer. On érige donc un protocole comme on élève une forteresse. D'abord le calme absolu. Pas de son, pas d'audio, pas de méditation guidée avec fond marin. Le calme brut, inconfortable, sans voile. Tu dois percevoir le désordre, ressentir ce qui est déjà en toi avant d'admettre quoi que ce soit. La plupart esquivent le calme car ils redoutent leur voix intime. Toi, tu l'utilises comme un bistouri. Tu t'assois avec ton cerveau. Laisse le tumulte surgir. Tu observes. Sans critique ni sanction. C'est de la reconnaissance. Avant de diriger, on scrute. Puis tu consignes pour trancher. Tu te lèves, tu notes. Tu fends le voile. Ce que tu ressens. Ce qui tente de te dominer. Ce qui traîne de la veille, la faiblesse qui murmure. Tu le poses sur la feuille et tu l'extrais de ton crâne. Tu le neutralises. Ce n'est pas un carnet. C'est une extraction qui génère la netteté au lieu du désarroi car le désarroi se niche toujours. Ensuite, l'ancrage corporel. Tu bouges non pour la forme, mais pour la domination, sur l'inertie, sur le confort, sur la voie qui promet plus tard. 10 minutes ou 30, peu importe. Le corps garde l'entrée du cerveau. Un corps paresseux produit un réfléchisseur paresseux. Tu n'as pas besoin de muscles saillants.
Tu as besoin de circulation sanguine et d'une énergie canalisée par la discipline jusqu'à pouvoir te regarder et affirmer « c'est moi qui obéis, pas mes caprices ». Puis tu définis ton rôle du jour. Au lieu d'espérer te sentir prêt, tu déclares qui tu es. Tu le notes, tu le verbalises, tu l'incarnes avant que quiconque ne tente de te cataloguer. Tacticien, tracker, bâtisseur, expert de la focalisation, choisis et agis en accord. Si tu ne le nommes pas, d'autres te nommeront et tu deviendras écho au lieu de force. Enfin, tu fixes 3 objectifs précis, les seuls valables, des actions qui font vraiment bouger les choses. Pas une liste interminable. 3 coups nets au point qu'un enfant les saisisse. Si définir l'objectif requiert des phrases complexes, ce n'est pas un objectif, c'est une diversion masquée. Tant que ces 3 tâches ne sont pas bouclées, tu ne scrolles pas, tu ne bavardes pas, tu ne flânes pas. C'est un code de combat. C'est là que se gagne le droit à la fierté quotidienne et tu verras moins de réactions impulsives, moins d'hésitation, moins d'efforts éparpillés, plus de momentum, de contrôle, de présence, de calme calculé. Tu entreras dans les espaces plus sereins, parleras moins, sélectionneras mieux, exécuteras plus précisément parce que tu n'as pas débuté par l'affect mais par l'ordre. Et cet ordre résonnera partout. Le monde te mettra à l'épreuve. Une fois tes matins reconquis, d'autres voudront les détourner. Message, fausse urgence, vacarme déguisé en chance. Ne flanche pas. Ce temps t'appartient. Non par privilège, mais parce que tu l'as conquis en refusant de commencer en suppliant. Tu n'es plus accessible avant d'être aligné. Tu ne réponds plus avant d'être centré. Tu ne dérapes plus. Tu pilotes. Ce n'est pas une étape, c'est ton essence. Un cerveau affûté avant de contacter le monde. Un tacticien qui forge la netteté avant l'action. Une force qui modèle la journée avant qu'elle ne te modèle. Au final, le plus puissant n'est pas celui qui porte le plus, ni celui qui vise le plus haut, ni celui qui s'épuise le plus. C'est celui qui affronte le monde depuis un ordre intérieur si précis, si tranquille, si stable que le désordre recule devant lui. C'est ça que ton matin doit ériger. C'est ça que tu dois incarner. Maîtrise ce qui entre, sinon tu perdras la maîtrise éternellement. Tu ne t'élèves pas en accumulant plus. Tu t'élèves en protégeant l'espace où naît la réflexion. Et aujourd'hui, cet espace est assiégé. Le cerveau contemporain ne rate pas parce qu'il est faible. Il se noie dans les contenus, les avis, les diversions masquées en connaissances, nourries d'un mythe. Être au courant serait toujours avantageux. Non, l'information est l'une des dépendances les plus toxiques de notre ère. Non parce qu'elle est systématiquement erronée, mais parce qu'elle est surabondante, trop vive, trop persistante. Tu n'assimiles pas, tu submerges. Tu satures ton système d'apport que tu ne peux ni analyser, ni valider, ni exploiter vraiment. Puis tu t'étonnes de ne plus te concentrer, d'hésiter, d'être incapable de raisonner avec profondeur ou précision. Logique, ton cerveau n'a plus de marge pour manœuvrer. Il a été détourné par du vacarme déguisé en priorité. Chaque bribe d'info que tu avales a un coût. Elle ne se contente pas d'entrer. Elle concurrence, exige réponse et vitalité, réclame une place. Sans tri, tu ne réfléchis pas. Tu classes sans fin. Tu scrolles. Tu vérifies. Tu survoles. Tu réagis. Tu ne juges pas. Tu ingurgites des déchets en espérant qu'en surgisse miraculeusement quelque chose d'utile. Ce n'est pas du discernement, c'est de l'usure. Tu n'es pas au courant, tu es contaminé. Principe machiavélien, celui qui pilote tes apports pilote tes idées. Le pilotage le plus sournois est celui que tu ignores. Tu crois à ton libre choix, mais chaque clip, chaque accroche, chaque glissement conditionne ta réaction. Tu n'as pas sélectionné tes concepts. Tu les as absorbés par défaut, sans barrière, sans protection. Tu penses que c'est bénin ? C'est comme ça qu'on plie des empires, non par la violence, mais par l'attention détournée. Si ton cerveau est sans vigile, tu n'es pas celui qui réfléchit. On réfléchit via toi. La réalité est âpre. Tu n'as pas un souci de concentration. Tu as un souci d'apport. Tu as laissé ton cerveau devenir un corridor aux portes béantes où tout peut hurler. Vendeurs, agitateurs, stars, proches, rivaux, guides bidons, anonymes sur deux. Tu les as tous admis et tu ne te repères plus. L'accumulation est inévitable. Ton cerveau est un hôtel où tu n'es même plus au comptoir. La réponse n'est pas absorber mieux, c'est absorber moins avec une précision acérée, des critères, des griffes.
Tu instaures une discipline d'apport, non un loisir, une règle. Tu fixes quotidiennement l'espace cognitif alloué aux intrants externes. Non ce que tu désireras consommer, ni ce qu'on t'enverra. C'est toi qui définis un créneau de lecture, un résumé sélectif, un élément unique conçu pour t'aider puis clôture. Quand le quota est épuisé, le reste est rejeté. Pas par aversion pour le savoir, mais par attachement à la netteté. Plus d'infos ne signifie pas plus de force. Une info clarifiée en confère. Le cerveau doit assimiler ce qu'il ingère, sinon il enfle, ralentit, déraille. Exactement ce que tu endures. Tu délimites aussi ce qui mérite l'accès. Quel contenu affûte ta réflexion? Quelle source élève ton angle? Quelle interrogation aiguise ta lucidité? Tu notes l'opposé, ce qui t'émousse, ce qui déclenche l'impulsivité, ce qui injecte la suspicion, la dispersion, le désarroi. Sans indulgence. Si ça ne nourrit pas ta mission, ça nourrit ta vulnérabilité. Avec la vulnérabilité, tu ne pactises pas, tu la prives. Tu poses un verrou horaire. Aucun apport avant la production. Tant que tu n'as pas généré quelque chose de propre, une phrase notée, une option clarifiée, une priorité revue, tu n'absorbes pas les idées étrangères. Cette règle seule décuple ta vigueur. Tu fais face à ton cerveau avant qu'il ne soit détourné. Tu commences par la direction et non par la soumission. Tu guides tes concepts, ta journée, ton cognitif. Ensuite seulement tu ouvres la porte. Puis viennent les alertes. Tu les supprimes toutes. Chaque notification est un intrus qui irrigue au cœur du poste de contrôle. Tu n'autoriserais pas un inconnu à pénétrer ta salle de tactique toutes les 10 minutes avec des titres criards. Pourquoi le tolérer sur ton gadget? Ce n'est pas rester lié. C'est saboter le flux de direction. Plus tu admets d'interruptions, plus tu fragmentes ton cerveau jusqu'à oublier ce qu'est la sérénité. Et ce jour-là, on te tient. Tu confondras addiction et priorité, et appelleras à être au courant. Alors tu programmes le calme. Il n'est plus optionnel, il est carburant. Des intervalles sans vacarme, ni médias, ni défilement, seulement la quiétude. Dans ces espaces, le voile se lève, la réflexion authentique émerge, l'affect non traité s'exprime et si tu maintiens la posture, la netteté suit. Le calme n'est pas l'absence, c'est la zone où la tactique reprend haleine. L'autodirection revient. Sans ça, tu ne vaincras pas, ni en affaires, ni en guidance, ni en relation. Car aucune grande option ne naît d'un cerveau bruyant et impulsif. Les anciens le pratiquaient. Leur cerveau était un sanctuaire, pas un bazar. Si tu vises leur niveau, reconstruis le sanctuaire. Pierre après pierre, calme après calme, apport filtré après apport jusqu'à ce que les portes ne s'ouvrent qu'à ce qui le justifie. Nouveau critère, si ce n'est pas tactique, ça n'entre pas. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vocation. Chaque apport non trié est une brèche dans la base. Tu n'es plus une éponge, tu es tailleur. Tu n'absorbes pas, tu sélectionnes, tu sculptes, tu guides. Le jour où tu domineras tes apports, tu cesseras de répondre à l'existence pour commencer à la forger. Pourquoi ton raisonnement s'arrête quand les sentiments débordent? Avoue-le. La plupart ne réfléchit pas. Ils naviguent au gré de leurs sensations et appellent sa raison. Ils réagissent, excusent, regrettent, recommencent inlassablement. Non parce que l'existence les traque, mais parce que leurs propres sentiments les capturent. Chaque fois qu'ils visent la netteté, la sensation surgit en premier et accapare le processus. Ce n'est pas de la finesse, ce n'est pas de l'humain. C'est une dictature affective. Et le cerveau qui n'en échappe pas ne raisonnera jamais clair. La sensation n'est pas l'adversaire. La sensation est donnée. Signal, alerte, parfois partenaire. Mais seulement si elle est gérée, scrutée, remise à sa place. Non gérée, elle devient tyran. Elle vocifère, déforme, accélère, immobilise, susurre que tu es insuffisant, que les autres te jugent, que tu traînes, qu'il faut riposter immédiatement, en faire plus immédiatement. Comme tu n'interroges pas ces murmures, tu y adhères, tu agis, tu construis sur des illusions. Les concepts les plus destructeurs que tu as eus n'étaient pas des miroirs du réel, mais des sensations masquées en fait. Si tu ne dissocies pas la sensation de la réflexion, tu bâtiras toute ta tactique sur du sable. Au premier coup de vent, tout s'écroule. Non par idiotie ni malchance, mais faute d'avoir verrouillé la fondation de l'option. Directive absolue, tu ne réfléchis pas limpide sous submersion affective. Peu importe ta clairvoyance supposée, si ton système nerveux est détourné, tu n'es plus au gouvernail.
Tu es en mode survie. Et la survie sacrifie la netteté pour un soulagement instantané. Coût exorbitant si tu vises à guider, à inspirer le respect, à opérer au-dessus de la norme. Les indices que la sensation pilote sont évidents. Tu ressasses un échange sans fin. Tu supposes ce que l'autre pense. Tu te presses de répondre, d'expliquer, de corriger. Tu sens l'urgence sans pouvoir la définir. Tu sautes d'une tâche à l'autre, d'une humeur à l'autre, d'une idée à l'autre. Tu quémandes l'accord. Tu te colles à ce qui n'est pas de la netteté. C'est une tourmente. La netteté ne cohabite pas avec l'orage. On n'étouffe pas la sensation. On la canalise comme le feu, comme le courant. Énergie utile, risquée si livrée à elle-même. Paradoxe, la sensation n'est pas l'ennemi, c'est le test. Si tu apprends à l'observer sans devenir elle, tu deviens insensible. Si tu endures l'inconfort sans riposter, tu deviens fort. Si tu sais ressentir la fureur, le chagrin, l'angoisse sans leur céder l'option, tu deviens souverain du front interne. La voie stoïcienne et machiavélienne commence par identifier ce qui te traverse. Quand la vague monte, interroge avec précision médicale. Honte, culpabilité, abandon, insécurité, panique. Ce que tu ne nommes pas te domine. Nomme et soudain, c'est extérieur. À distance, tu observes et dès lors tu n'as plus à obéir. Puis tu reportes la riposte. Jamais tu ne réagis dans la vague, ni au message, ni au déclencheur, ni à l'option, ni à la trahison. Sinon, ce n'est pas toi qui parles, c'est une décharge chimique. Tu patientes, quelques minutes suffisent. L'adrénaline retombe, la netteté remonte et ce qui semblait urgent deviendra souvent insignifiant. Ensuite, tu respires lentement et profondément. Ce n'est pas ésotérique, c'est calculé. La physiologie oriente la psychologie. Un cerveau en fuite se nourrit d'un corps affolé. Tu ancres, tu cadres ton souffle, tu signales au corps que tu pilotes. C'est comme ça que résonnent les chefs, au milieu du bruit sous pression, immobiles et lucides, non parce qu'ils ressentent moins, mais parce qu'ils réagissent moins. Tu canalises ensuite l'énergie. La sensation est un combustible. Tu l'utilises. Tu notes, tu marches, tu portes. Tu laisses la vigueur traverser dans l'intimité avec cadre sans la déverser sur autrui. Vidé du système, tu reprends le siège. Enfin, tu sélectionnes seulement une fois le calme revenu. C'est là que la réalité parle, que l'intelligence se reconnecte. Et tu verras, l'option qui semblait brûlante ne pèsera plus. Le message à envoyer n'aura plus de sens. La douleur sera passée en toi parce que tu n'as pas agi dedans. Tu as tenu la ligne, gardé le trône. Voilà la frontière entre l'individu moyen et l'individu souverain. Tu n'es pas tes sensations, tu es celui qui les scrute. Tu n'es pas ton angoisse, tu es celui qui tranche si elle mérite influence. Tu n'es pas ta rage. Tu es celui qui décide si elle mérite expression. Ce n'est pas de la suppression, c'est de la domination consciente. C'est ce que les stoïciens pratiquaient. C'est ce que Machiavel manipulait. Une netteté froide, une sensation ardente, canalisée, non fuyante. Ainsi, tu entres en discussion avec de l'acier dans la voix. Tu regardes la trahison sans ciller. Tu guides des gens parce que tu n'es pas guidé par le frisson. Au sommet de l'autorité, on tentera de te mouvoir affectivement, de t'injecter le doute, de te faire riposter, de te faire ressentir. Car ressentir trop t'empêche de réfléchir et celui qui ne réfléchit pas ne triomphe pas. Alors, tu construis un cerveau qui ne se disloque pas sous contrainte. La plupart héritent sa façon de réfléchir de ses parents, de la société, des blessures, de l'angoisse. Ils croient être authentiques alors qu'ils ne sont que des programmes. Ils réfléchissent comme on leur a inculqué, réagissent comme on les a formatés, craquent dès que la tension dépasse ce pour quoi ils étaient prêts. Ce n'est pas l'identité, c'est un code. Si tu vises à vivre comme un automate, poursuis. Si tu vises la direction, deviens l'architecte de tes concepts, de tes principes, de ta forteresse intime. Aucun triomphe n'a de sens si la structure interne cède. La tension arrive, inévitable. Le monde ne te brise pas. Il expose les failles de ton design. À chaque affolement, à chaque autosabotage, à chaque effondrement sous stress, ce n'est pas une défaillance aléatoire, c'est un signal. Brèche dans l'architecture, élément jamais renforcé, jamais maîtrisé, jamais consolidé, qui cède maintenant que la charge les révèle. On ne répare pas ça par des affirmations ni des mantras optimistes. On reconstruit comme un ingénieur, comme un tacticien. Voici le schéma.
Pour ériger un cerveau qui résiste au tumulte, il faut 4 piliers structurels comme des colonnes de citadelle. Enlèvant un et tout s'effondre. Le premier, ce sont les convictions de base. Si elles sont floues, tes options seront instables. La majorité des individus ignorent sur quoi elles reposent. Leurs convictions sont empruntées au réseau, à l'éducation, aux tendances éphémères. Quand la tension surgit, ils n'ont ni repère, juste du vacarme. Mets-les à l'épreuve. Note 5 convictions que tu défendrais au prix fort. Puis interroge-les comme un adversaire. Sont-elles ancrées dans un fondement ou dans une souffrance? Sont-elles précises au point de guider sous pression? Survivraient-elles à la déloyauté, à l'échec, à la crise? Sinon, ce ne sont pas des convictions, ce sont des ornements. Recommence. Bâtis mieux. Ensuite, l'ordre intime. Ton cerveau doit classer. Chaque principe, chaque valeur doit être ordonnée car l'existence t'obligera à trancher. Fidélité contre honnêteté, aisance contre évolution, sécurité contre autonomie, image contre intégrité. Si tu n'as pas classé avant, tu affoleras. Tu trahiras tes propres principes, non par vulnérabilité, mais par manque de préparation. Voilà où tombe la plupart. Gravure essentielle. Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce que tu ne sacrifieras jamais? Que abandonneras-tu en dernier? Inscris cette hiérarchie comme une loi. Ainsi, quand la tension frappera, tu n'hésiteras pas, tu sauras déjà. Troisième pilier, les circuits cognitifs testés au feu. L'individu faible demande « Que ressens-je » ? L'individu solide demande « Quelle réflexion ai-je formée pour ces instants ?» C'est là que l'architecture devient tactique de combat. Tu dois programmer des circuits cognitifs, des scripts automatiques pour le moment critique. Si on t'offense, tu ne ripostes pas aux amateurs. Si on te trompe, tu vois enfin net. Si tu rates, tu rappelles que c'est la charge qui forge la robustesse. Si tu es submergé, tu reviens au contrôle. Un souffle, une cible. Ce n'est pas de l'optimisme forcé, c'est de l'armement psychique. Tu n'attends pas que la netteté descende, tu la codes. Quand l'existence frappe, tu exécutes non avec affect, mais avec exactitude, réflexe, tel un individu entraîné à traverser les flammes sans sourciller. Quatrième pilier, le protocole de redressement cognitif. Tu fléchiras, tu chuteras, même les plus robustes ploient. La différence, c'est que l'individu faible reste au sol. L'architecte se relève plus vite. Il lui faut donc un plan de redressement. Étape prédéfinie. Couper les apports, reprendre la maîtrise corporelle, bouger, respirer, noter le tourbillon, isoler le point de tension, réaffirmer les 3 principes clés. Choisir une tâche et agir. Chaque redressement doit culminer dans l'action. On ne réfléchit pas au retour, on l'exécute. C'est ton plan d'urgence, ton atout caché. Quand le monde cogne, tu n'auras pas le temps de cogiter. Tu suivras déjà le chemin. Ces 4 piliers, tu les consolides sans relâche. Ce n'est pas une œuvre achevée, c'est une architecture en mutation. Chaque rate révèle une brèche. Chaque affront une mauvaise distribution de charges. Chaque déloyauté, une confiance mal allouée. Chaque instant de tension est une chance d'améliorer l'ossature. Tu ne vises pas la perfection, tu vises la solidité. Une citadelle assaillie qui tient, une machine qui surchauffe mais ne cale pas. Un dirigeant qui saigne mais ne supplie pas. La réalité est froide. Le cerveau contemporain n'a pas été conçu pour la résilience mais pour l'aisance. On t'a élevé au like, alors tu chasses l'approbation. On t'a élevé à la dopamine, alors tu fuis le calme. On t'a élevé aux choix infinis, alors tu t'effondres dès qu'ils se raréfient. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ton devoir. Tu dois désapprendre la mollesse, rejeter le tumulte, rebâtir ton cerveau brique par brique, norme après norme, jusqu'au jour où tu ne t'efforceras plus à rester serein. Tu le seras par défaut, par conception. Interroge-toi, quelle partie de ton cerveau cède en premier quand on te contredit, quand on t'ignore, quand tu perds du rang, quand tu te sens distancé, quand on te trompe. Là est la faille de ton architecture. Ton rôle n'est pas d'esquiver la tension, mais de te renforcer si profondément que la tension révèle ta vigueur, jamais ta brèche. C'est comme ça que naissent les leaders, que l'on redoute les guides, que tu cesses d'être otage d'un cerveau hérité pour devenir l'architecte d'un cerveau qu'aucune force ne fracture. Comment les réfléchisseurs d'élite sélectionnent sans incertitude ni délai? Voici le mal. L'individu contemporain est immobilisé non par le rate, non par l'angoisse, mais par l'hésitation. Il reste figé devant les alternatives.
Il consulte les opinions. Il évalue, se ravise. Il patiente. Et dans l'attente, l'existence progresse sans lui. Les opportunités s'évaporent, le respect s'effrite, la guidance s'estompe et lui persiste à croire qu'une netteté descendra. Elle ne descendra pas. Détruire un individu est facile, offre-lui 1000 alternatives et apprends-lui à redouter la mauvaise. Simplicité cruelle. Tu ne manques pas de savoir, tu manques de tranchant. Chaque fois que tu dis « j'ai besoin de plus de temps », tu dis en fait « je refuse d'endosser la responsabilité si je me trompe ». Voilà le venin. Tu vises des données impeccables avant d'agir, la certitude émotive avant de frapper, des assurances dans un univers fondé sur le désordre. Ce n'est pas du discernement, c'est de l'angoisse déguisée en sagesse et elle assassine ton autorité. Machiavel aurait déclaré « les options sont des lames ». L'hésitation est une capitulation. Car quand tu stagnes dans l'incertitude, un autre agit. Il s'empare de l'espace que tu as déserté. Et quand la poussière se pose, tu ne perds pas seulement la chance. Tu perds ton rang, ton image, ta direction. Le monde ne retient pas ton attente, il retient celui qui a osé progresser. Si tu vises à guider, il te faut sélectionner sous pression. Fini les reports, les tergiversations, la délégation d'honnêteté. Tu assumes l'appel, tu portes le risque, tu endosses l'issue. Si tu rates, tu adaptes, corriges, évolues. Mais jamais tu ne retournes à l'immobilité. Les réfléchisseurs d'élite n'ont pas de sortilège, ils ont un mécanisme. 5 composants forment l'art de sélectionner. Maîtrise-les, ton cerveau devient bistouri sans tremblement. Premier composant, trier les priorités. Toutes les options ne pèsent pas pareil. La plupart sont du vacarme. Règle simple, si les retombées ne sont pas irréversibles, tu n'y consacres pas plus d'1 minute. Tu cesses de dilapider ton énergie sur quoi porter, où déjeuner, quelle app, quelle légende. Tu automatises le banal. Tu réserves ton cerveau aux options qui déplacent le rang, génèrent du levier, altèrent les dynamiques. Tout le reste, tranche vite, passe. Deuxième composant, la certitude minimale viable. Tu n'as pas besoin de 100%, tu as besoin d'assez pour bouger. Seuil, environ 60%. Si tu détiens 60% des infos, si ton instinct converge, si tu peux absorber le rat, alors agis maintenant. Pas demain, pas après consultations infinies, maintenant. Car le coût du retard dépasse souvent celui de l'erreur. Les grands n'attendent pas l'impeccable, ils bougent au signal. C'est comme ça qu'ils récoltent quand d'autres calculent encore. Troisième composant, les arbres décisionnels préconçus. Les guides n'improvisent pas chaque fois. Il code des normes. Si X, alors Y. Si un contact me ghoste 2 fois, je coupe. Si un projet dépasse tel seuil, je réinvestis. Si je ressens l'anxiété, je bouge. Je ne rumine pas. Tu identifies les 10 options récurrentes. Tu bâtis des lois. Quand l'instant arrive, tu n'ergotes pas, tu exécutes. Général au front, non-enfant devant un distributeur. Quatrième composant, pas de recul, option prise. Pont incendié. Tu ne revisites pas, tu ne ressasses pas. L'hésitation post-action est sœur de l'hésitation pré-action. Elle affaiblit ta posture, sape ta certitude, draine ton autorité. Sélectionne puis rend ta sélection juste par l'ajustement de l'exécution, mais ne rampe pas vers le doute. Sinon ne bouge pas. Cinquième composant, le bilan. Après chaque option majeure, tu passes en revue froidement. Quelles variables étaient floues? Quelles sensations ont biaisé le timing? Quelles infos manquaient? Ai-je suivi mon protocole? Quelles normes ajuster? Voilà comment tu affûtes la lame. Plus tu bilans, plus tu affines, plus tu sélectionnes vite et droit, plus tu bâtis la confiance en toi. Cette confiance est le combustible du mouvement implacable. Sans elle, tu ressasses, tu bloques, tu piétines. Principe impitoyable, l'hésitation n'est pas neutre, c'est sélectionner la perte. Chaque hésitation saigne ton momentum, ta confiance, ton autorité. Les autres cessent de croire en toi parce que tu ne crois pas en toi. Tu deviens un point d'interrogation dans un univers qui respecte les points d'exclamation. Alors, bâtis l'habitude. Commence petit. Règle une minuterie pour des choix mineurs. Cote tes normes. Note ton bilan post-action. Ainsi, quand le grand choix surgira, tu seras prêt, serein, précis, chirurgical. L'individu qui n'attend pas d'autorisation, car il possède déjà l'issue. Ce n'est pas seulement choisir juste,
c'est devenir celui qui bouge quand les autres figent. Voilà la guidance, voilà la tactique, voilà l'autorité. C'est la seule façon de forger une existence qui avance par vigueur et non par crainte. Comment le refus calculé forge une netteté cognitive absolue? La raison cachée pour laquelle tu ne raisonnes pas net, ce n'est pas la diversion, ni l'usure, ni même la surcharge. C'est l'accès illimité que tu concèdes. Trop de demandes, trop d'échanges, trop d'implications auxquelles tu as consenti alors que ton instinct hurlait non. Chaque oui-non réfléchi fissure ton focus, affaiblit tes barrières, dilue ton essence. Tu n'as pas égaré ta netteté. Tu l'as échangée contre l'accord, contre l'aisance, contre la peur de froisser des gens qui ne verseraient pas une larme pour toi. Appelons ça par son nom. Les individus fragiles disent oui pour esquiver l'affrontement. Les robustes disent non car ils saisissent le coup. Chaque option a son prix. Chaque implication prélève une part de ton temps, de ta vitalité, de ton image, de ta capacité cognitive. À force de céder à ceux qui n'en valent pas la peine, tu t'effaces non d'un trait, mais goutte à goutte, concession après concession, sourire après sourire, jusqu'au jour où tu ne reconnais plus ton reflet. Éclaircissons. Chaque oui à la vulnérabilité est un non à ta vocation. Chaque oui à l'aisance est un non à la netteté. Chaque oui à la frivolité est un non à la tactique. Chaque oui pour plaire est un non à la force. Alors interroge-toi, où saignes-tu parce que tu n'as pas su dire non? Qui te vide parce que tu as été trop courtois? Quel engagement as-tu accepté par crainte de décevoir quelqu'un que tu ne respectes même pas? Voilà ta chaîne invisible, ta prison cognitive et la clé qui la brise n'est pas un nouvel acte de productivité. Mais un mot, non. Ce que la majorité ignore, c'est que non n'est pas un rejet, c'est un tracé. Chaque non sculpte la forme de ton existence, de ton agenda, de tes liens, de ton cerveau. Chaque non renforce les remparts de ta forteresse, non pour isoler, mais pour préserver ta netteté. Sans nom, tu n'as ni porte, ni tri, ni autonomie. Tu es une demeure sans verrou et chaque passant y entre pour réarranger tes meubles et voler ton focus. Tu crois que c'est de la bienveillance? C'est de l'autodestruction. Voici le principe stoïcien. Si tu ne sais pas dire non, tu n'es pas libre. Tu es lié à chaque requête, à chaque culpabilisation, à chaque « mais je pensais que tu tenais à moi ». Tu pourrais juste faire ça. Tu appelles ça générosité. Tu crois être bienveillant. En vérité, tu es exploité. Pas toujours par malice, souvent par mécanique. Car les gens demanderont toujours plus qu'ils ne devraient. Si tu ne poses pas la limite, tu seras écrasé dessous. Alors, construis le pouvoir du non. Non affectivement, non brutalement, mais tactiquement. D'abord, définis ce qui mérite tes oui. Quels sont tes 3 buts de ce trimestre? Quel lien t'élève vraiment? Quel travail amplifie ta vocation? Tout ce qui sort de ce cercle est en attente. Pas d'accès automatique, il doit le justifier. Sinon, tu t'écrases sous des peut-être polis qui t'empoisonnent. Ensuite, audite tes implications. Liste sans indulgence. Ce que tu fais par culpabilité, par devoir, par peur du jugement. Encercle puis interroge. Que se passerait-il si j'arrêtais? Le monde s'effondrerait ou enfin je respirerais. Tu n'es pas égocentrique en protégeant ta sérénité. Tu es tactique en défendant ta netteté. Coupe ce qui te dilue pas le mois prochain, maintenant. Puis forge un verbe de refus qui tombe sans drame. Beaucoup esquivent le non par peur du clash. Illusion. Un non peut être précis et tranquille. Exemple, ça ne s'aligne pas avec mes priorités. Je n'ai pas la bande passante pour le faire bien. Donc je passe. Je suis engagé ailleurs pour l'instant. Non merci. Voilà. Pas d'excuses, pas de justification, pas de longue explication. Les individus robustes ne défendent pas leur nom. Ils l'énoncent avec présence et respect de soi. Ensuite, entraîne-toi quotidiennement. Refuse les réunions inutiles, les alertes parasites, le défilement sans fin, les discussions qui épuisent. Chaque petit non muscle ton système nerveux pour endurer la désapprobation, te détacher du besoin d'être apprécié, devenir à l'aise dans l'incompréhension. Car la netteté ne pousse pas dans la masse, mais dans l'isolement, la rébellion, le rejet conscient. Enfin, respecte même le non intérieur. Souvent, tu le ressens dans la poitrine. Tu sais que ça n'aligne pas, mais tu dis oui quand même pour éviter la malaise. Chaque fois que tu fais ça, tu fissures ton intégrité intime. Alors, commence là. Si tu ne peux pas encore dire non dehors, au moins ne te mens pas à toi-même. Note-le,
Reconnais-le, honore-le en toi. Bientôt, ton courage rattrapera et tu sauras le verbaliser. C'est le début de ton unité intérieure et l'unité est la netteté. Directive finale, si ça te coûte ta netteté, c'est trop cher. Peu importe la modestie de la demande, la sympathie de la personne, le malaise du refus, ta netteté est ton sang. Protège-la comme une couronne. Perds-la, tu perds l'option. Perds l'option, tu perds le momentum. Perds le momentum, tu te perds toi-même. Tout ça parce que tu as été trop courtois pour prononcer un mot. Les puissants ne disent pas non par aversion pour les autres. Ils disent non par attachement à leur vocation. Ils ne disent pas non pour blesser, mais pour rester solides, focalisés, létaux. Dire non à ce qui disperse, c'est dire oui à ce qui bâtit, à ce qui compte, à ce qui élève, à ce qui laisse une marque. Imagine ton existence si tu ne disais oui qu'à ce qui te renforce. Construis-la. Comment faire plier le monde devant un cerveau affûté? La netteté n'est pas la sérénité, la netteté est la force. Maniée avec exactitude, elle devient une lame. Une arme qui tranche le vacarme, une vigueur qui incline les autres vers toi, une aura qui impose le calme avant même que tu ne parles. Pourtant, la plupart traitent la netteté comme un caprice, une coïncidence, un vent qu'ils espèrent. Non, la netteté se bâtit, se forge, s'aiguise. Quand tu la détiens, tu ne te contentes pas de naviguer dans le monde, tu commences à le modeler. L'individu ordinaire sélectionne pour s'intégrer, être validé, esquiver les frictions. L'individu tactique, lui, sélectionne pour transformer l'espace où il entre. Sa réflexion est si précise que les autres doutent de la leur, sa direction si nette que les autres s'alignent sans saisir pourquoi. Son calme pèse, son oui est rare, son non est irrévocable. Il ne domine pas par volume mais par vision. Et cette vision n'est possible que quand le cerveau est libéré du voile qui emprisonne les autres. Comment transformer la netteté en arme? Comment passer de réfléchisseur lambda à celui dont le cerveau devient règle? Par phase. La première, ériger la certitude tactique. La netteté n'est pas tout savoir, mais savoir ce qui importe. C'est sélectionner tes principes, ton cap, ta vocation et verrouiller ton cerveau contre tout ce qui ne sert pas cette vocation. Tu ne réponds plus à chaque avis. Tu n'examines pas ton trajet chaque semaine. Tu ne te justifies pas auprès d'inconnus car tu es ancré dans quelque chose de plus grand que la validation. Cette précision devient menaçante pour ceux qui vivent dans le brouillard affectif. C'est voulu qu'ils reculent, qu'ils se sentent dénudés. C'est comme ça qu'ils saisissent que ton cerveau n'est pas à vendre. Deuxième phase, manier le verbe comme une lame. Un cerveau tranchant engendre une parole tranchante. Tu ne t'éparpilles pas, tu n'adoucis pas. Tu ne garnis pas de peut-être et de juste. Tu parles comme un bistouri, clair, net, précis. Plus ton cerveau est net, moins tu as besoin de mots. Alors, tu élimines le surplus, incinères le remplissage, poses la réalité nue, puis tu te tais. Ce n'est pas que de la communication, c'est de la guerre psychique. Tu émets un signal, je n'ai pas besoin de ton confort. J'opère sur la réalité. Les autres le perçoivent et se plient sans bruit, sans conscience. Voilà l'impact. Troisième phase, exposer le voile des autres. La plupart que tu croises ne réfléchit pas vraiment. Ils projettent, ils jouent, ils ripostent. Une fois que tu le discernes, tu ne t'irrites plus. Tu deviens tactique car rien n'est plus fort que d'être celui qui ne se laisse pas aspirer dans le spectacle. Tu écoutes, tu observes, tu décodes les mensonges, les ruses, le désordre. Et quand tu parles, tu dis ce que nul n'ose. Non filtré par l'angoisse, mais ancré dans une structure, soutenu par une philosophie, orienté vers le levier. C'est comme ça que les individus gagnent une autorité silencieuse, non par l'agression, mais par la lucidité. Quatrième phase, défendre tes barrières cognitives comme un souverain. Un cerveau affûté s'émousse s'il est constamment interrompu, contesté, dilué. Alors, tu imposes tes limites comme des décrets. Tu n'expliques pas chaque geste. Tu ne poursuis pas pour être compris. Tu ne baisses pas tes normes pour être aimable. Tu n'autorises pas les cerveaux fragiles à drainer ta capacité. Tes limites ne sont pas de l'incivilité. Ce sont les conditions de ta force. Car si tout le monde accède à ton énergie, ta netteté s'évapore. Tu la gardes comme de l'or, comme des munitions, comme la direction elle-même. Et si quelqu'un ne respecte pas la structure de ton cerveau, il ne mérite pas de s'en approcher. Rappelle-toi, la netteté ne te rend pas sympathique, elle te rend incontournable. Réfléchir avec exactitude, parler avec intention,
agir avec dessein, c'est devenir impossible à ignorer. On te haïra, on te provoquera, on t'accusera de froideur, on taxera ta vigueur d'arrogance. Qu'ils le fassent, leur riposte n'est que le miroir de leur tumulte face à ton ordre. Et en secret, ils envient ce que tu détiens, ta certitude, ta sélection, ta discipline. Mais ils sont trop attachés à leur voile pour l'acquérir. Alors, retiens la directive finale. Quand ton cerveau devient net, tu deviens menaçant. Non parce que tu détruis, mais parce que tu échappes au contrôle. Ni culpabilité, ni vacarme, ni flatterie, ni tension ne t'atteignent. Tu discernes net, tu bouges précis. Tu agis avec poids, tu parles avec acier et le monde s'ajuste autour de toi. Non parce que tu vocifères, mais parce que tu es indéniable. C'est ce que Machiavel maîtrisait. C'est ce que les stoïciens incarnaient. C'est ce que l'individu contemporain a oublié. L'arme suprême n'est pas le poing ni le cri, mais le cerveau froid, net, tactique, inébranlable. Quand tu l'abats droit, tu ne survis pas seulement au monde, tu le plies. Si tu as tenu jusqu'ici, ça en dit long sur toi. Mais ce n'est pas suffisant, car la netteté n'est pas un concept abstrait, c'est un défi journalier et la plupart capitulent. Ils capitulent quand la tension grimpe, quand on les défie, quand le calme devient oppressant, ils capitulent non par bêtise, mais parce qu'on ne leur a jamais enseigné à réfléchir, seulement à riposter, obéir, performer. Et cette performance, cette addiction au vacarme, à l'aisance, à la validation. Voilà ce qui assassine le cerveau contemporain. Mais pas le tien. Plus maintenant. On t'a transmis quelque chose de périlleux. Pas un élan, pas de l'aide personnelle, mais une netteté de niveau militaire. Tu as vu le schéma, tu as exploré le terrain, tu as traversé l'épreuve de l'autoscrutage, du classement des principes, de la bataille cognitive et te voilà au bord du précipice. Alors, je te pose la question sans détour, vas-tu replonger dans le voile, dans l'accord facile, dans le tumulte affectif, dans le défilement, les justifications, la dépendance aux autres pour réfléchir à ta place ou vas-tu franchir vers la discipline de la netteté combative? Ne te trompe pas, ce sentier n'est pas doux, il est rude, isolé, pesant. Tu seras incompris, ridiculisé, déserté par ceux qui n'aimaient que ta vulnérabilité. Mais en retour, tu gagnes l'autonomie sur ton temps, tes sensations, ton focus, ton destin. Peu d'individus peuvent endosser ça, mais si tu es encore là, c'est que tu le peux. Rappelle-toi tout. Tes réflexions doivent être forgées, pas empruntées. Tes sensations doivent être domptées, pas suivies. Tes options doivent être exécutées, pas débattues. Tes principes doivent être classés, pas jonglés. Tes barrières doivent être imposées, pas négociées. Ta netteté doit être affûtée puis convertie en arme. Ce sentier n'est pas celui de la joie, mais celui de la maîtrise, de la vision, de la liberté par la vigueur. Voilà ce qu'on ne te révélera jamais. La netteté ne fait pas du bien, pas d'entrée. Elle coûte des liens, elle démantèle les illusions, elle expose tes excuses. Mais derrière cette souffrance se trouve quelque chose que nul ne peut t'offrir, le respect de toi-même. Ce respect qui ne ment pas, qui ne quête pas de validation, qui ne se compromet pas pour préserver une paix factice. Car une paix sans netteté n'est qu'une mort lente dans l'aisance et tu n'as pas enduré tout ça pour périr doucement. Voici donc ton ultime défi. Désormais, chaque fois que le voile revient, tranche-le avec une seule interrogation. Que ferait la version la plus nette de moi-même à cet instant? Puis exécute sans justification, sans crainte, sans report. C'est cet individu que le monde suit. Celui qui ne plie pas, celui qui ne joue pas un rôle, celui qui forge, celui qui plie la réalité parce que son cerveau est plus fort que les circonstances. Cet individu, ça peut être toi, mais seulement si tu le sélectionnes. Alors, ne te contente pas d'approuver ses paroles. Prouve-les maintenant. Coupe quelque chose. Refuse quelqu'un. Note le principe que tu ne trahiras jamais. Prends l'option que tu esquives. Supprime la diversion que tu excuses. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Car chaque seconde d'hésitation est une brique sur le chemin qui mène au voile. Et nous n'y retournerons pas. Pas après ça. Ce que tu viens de recevoir n'était pas du contenu. C'était ton alerte. Et maintenant le reflet est clair. Tu sais ce qu'il faut. Alors, je te laisse une norme suprême. Si ton cerveau est embrumé, ne lui fais pas confiance. N'agis pas à partir de lui. Répare-le, affûte-le ou garde le silence. Car ce monde n'a pas besoin de plus de vacarme. Ce qu'il attend, ce qu'il redoute, c'est un individu qui discerne net, froidement, sans excuse. Si tu es prêt à devenir cet individu, abonne-toi maintenant, active la cloche,
Partage cette vidéo avec celui qui en a besoin et surtout, passe à l'action immédiatement. Ne laisse plus jamais le tumulte décider à ta place.